Bonjour à tous, je suis content de vous voir. J'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés. J'espère aussi que vous avez apprécié l'épisode précédent et que vous apprécierez tout autant celui-ci. Ouvrez grand vos oreilles, fermez les yeux. Nous partons ensemble pour Pic-au-Vent. Mes amis, soyez les bienvenus dans le 6e chapitre de ce Super Flame Story. « 6 décembre. La nuit avait été plus longue que prévu. Les membres de l'équipe étaient tellement fatigués que leurs yeux ne s'étaient rouverts qu'aux alentours de 10 heures du matin. Seuls Bennett et Alias avaient fait exception. Tandis que leurs camarades dormaient, les deux hommes qui montaient la garde avaient tous deux passé leur nuit à discuter. C'est le lieutenant-colonel Wooden qui fut un des premiers réveillés. « Bien dormi, messieurs ?» Il put lire sur le visage d'Andrew en observant ses cernes que sa réponse était non. Bizarrement, Alias, lui, ne semblait pas souffrir de la fatigue. Il faut dire que lorsqu'il était dans les forces spéciales, ce dernier avait appris diverses techniques lui permettant de repousser au maximum la fatigue. « Je ne me reposerai que lorsque la situation me le permettra », avait-il lancé, fier et solennel. L'inspecteur Bloom ne tarda pas à quitter son véhicule à son tour. Il affichait un air déçu. L'homme de loi avait rêvé qu'il avait passé la nuit à Marmottin, confortablement installé dans son lit, aux côtés de sa femme. Quand il réalisa qu'il était toujours bloqué à Pic-au-Vent, sa déception fut grande. « Salut les gars !» lança-t-il en bâillant. Quelques minutes passèrent et ce sont le lieutenant Fonck et Rémy qui finirent par arriver. Lorsqu'il vit un peu plus loin le corps gisant de l'officier Wolf, le jeune pilote tourna la tête, affichant un air triste. Le cadavre avait été recouvert d'une fine couche de neige au cours de la nuit. « On va vraiment le laisser comme ça ?» demanda Rémy. « Pas le choix !» lança Tassier en rejoignant le groupe. « Si on s'approche, on subit le même sort. »« Il dort encore, Hudson ?» demanda Alias. « Oui, il était dans la même voiture que moi. Je vais le réveiller ?» demanda Rémy. « Non, reprit le commissaire. Laissons-le encore profiter un peu. Le retour à la réalité sera comparable à un coup de poignard. » À l'arrière de la voiture de l'inspecteur, Oswald était en train de frapper sur les carreaux de la vitre. « Aïe 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 !»« Qu'est-ce qu'il veut encore, celui-là ?» demanda Tassier. L'inspecteur alla ouvrir la porte. « Mes gens ! Mes gens ! Mes gens !» s'exclama le vieillard. « Je suis pas un expert, » reprit Bloom, « mais je crois qu'il veut rentrer chez lui. » Le lieutenant-colonel Wooden prit la parole. « Non, pas maison, maison. Toi, c'est prison, prison. » Le vieillard fixa Andrew, suppliant. « Je pense qu'il faut quand même qu'on le ramène chez lui, » déclara Bennett. Le commissaire hésita quelques instants. « Voici ce que je propose. On va faire un tour chez lui, si on trouve des choses intéressantes ou qu'il est innocente par rapport à la mère faucheuse. On le libère, le cas échéant, et il reste notre prisonnier. » « Je suis d'accord avec Philippe, » déclara Alias. « Très bien. Rémy, est-ce que tu accepterais de rester avec Hudson pour veiller sur lui ?» Le jeune pilote accepta, et la petite équipe composée d'Alias, Bennett, Tassier, Wooden, Fonck et Oswald se mit en route. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, dans le bureau de Fabrice Pavier, le maire de Marmottin, se tenait une réunion de crise. Il était toujours impossible de joindre Pic-au-Vent. Aucun signe de vie de l'expédition Tassier et l'hélicoptère des pompiers était parti sans jamais revenir. Dans le bureau du maire se trouvaient le capitaine Leblanc, Cassandra Darmin, ainsi que Maria Mendes, la femme de l'officier du même nom. Elle était là en tant que représentante des familles de policiers envoyés à Pic-au-Vent. La tension était palpable. Le maire prit la parole. « Merci à tous d'être venus. Si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est, vous l'avez deviné, car la situation n'évolue pas et que cela est pour le moins préoccupant. Cependant, j'estime que nous devons éviter au maximum de faire paniquer nos concitoyens, comme ça avait été le cas lors de l'affaire du décapiteur fou. » lança le maire en même temps qu'un regard froid dans la direction de Cassandra Darmin, la rédactrice du journal. « Vous n'arrivez vraiment à joindre personne ?» demanda Maria Mendes. Le capitaine Leblanc baissa les yeux. « Très bien, je vois. Peut-on imaginer qu'ils soient tous morts ?» demanda crûment Cassandra Darmin en prenant des notes. « Il est trop tôt pour le dire, » déclara le capitaine. « Ne pourrait-on pas envisager une nouvelle expédition ?» interrogea le maire. « C'est très compliqué, » répondit le policier. « Déjà, entre le commissaire Tassier et les inspecteurs Bloom et Audin qui manquent à l'appel, on n'a presque plus de hiérarchie au poste. En plus, sans Wolf, Mendes et Hudson, on est en sous-effectif. J'ai plus grand monde de dispo au commissariat et on commence à enquiller les heures supplémentaires. On prie chaque jour pour qu'il ne se passe aucun incident grave auquel on ne puisse pas suppléer. Les gars commencent aussi à se poser sérieusement des questions, surtout les anciens qui étaient là il y a 2 ans. Il y en a qui hésitent à poser leur congé pour pas risquer leur peau outre mesure. »
Donc la police de Marmottin fait défaut. déclara Cassandra Darmin en griffonnant sur son carnet. Oh, je vous préviens que si vous pondez un papier qui va dans ce sens... S'énerva le capitaine. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites là? La Gazette de Marmottin est la source d'info numéro 1 en ville. Source d'intox, ouais. Madame Darmin, Reprit le maire. ma chère, je suppose que vous comprenez que si je vous laisse assister à cette réunion, ce n'est certainement pas pour que vous nous mettiez dans l'embarras. Ce n'est pas en mettant le feu aux esprits que la situation s'arrangera. Je vous demande d'en prendre compte. Est-ce que vous essayez de me dissuader d'informer la population? S'énerva la journaliste pleine de mauvaise foi. Dissuader, non. Je vous demande juste de mesurer l'impact que pourraient avoir vos propos sur les Marmottanais. D'accord? Si vous voulez, monsieur le maire, je peux toujours la boucler pour obstruction. Non, la liberté de la presse me tient à cœur. Je ne veux juste pas que cette presse m'écœure. La vérité, aussi crue soit-elle, doit toujours être révélée. Très bien, alors pourquoi jamais aucun article n'a été publié dans la Gazette de Marmottin concernant la culpabilité de Richard et Francis Darmin? S'enquit le capitaine Leblanc. Je n'étais pas en poste à l'époque. Répondit la journaliste de manière évasive. Ouais, c'est ça, c'est pas du tout lié au fait que vous êtes de la même famille. Excusez-moi de vous interrompre. Reprit Maria Mendes. Mais si au lieu de vous tirer sur les pattes, vous trouviez des solutions. On est en train de parler de vie humaine là. Des gens qui ont des vécus, des proches, des émotions. Qu'est-ce que vous allez faire pour nous les ramener? Un silence pesant s'installa. Comme je l'ai dit, à l'heure actuelle, vu nos effectifs, la police marmottanaise n'est pas en mesure de monter une nouvelle expédition. Et pourquoi ne pas faire appel à des volontaires? Demanda Maria. C'est trop risqué, on ne sait pas ce qui se passe là-haut, on ne peut pas se permettre de risquer des vies civiles. Le maire soupira. Il se recula sur son siège et sortit de la poche intérieure de sa veste une petite carte noire, dont le verso était frappé d'une plume argentée. Pour être totalement transparent avec vous, un militaire est passé dans mon bureau il y a quelques jours et m'a confié cette carte. Il m'a dit d'appeler ce numéro en cas d'extrême nécessité, mais j'hésite à le faire. Puis-je savoir pourquoi? Demanda Maria Mendes. Eh bien parce qu'il a ajouté que ça devait être un ultime recours et qu'appeler ce numéro pourrait être lourd de conséquences pour la ville. Lorsqu'elle entendit ces mots, Cassandra Darmin afficha un sourire en coin. La journaliste opportuniste vit là une occasion incroyable de frapper un grand coup. Pendant ce temps, à plusieurs kilomètres de là, Tassier, Bloom, Fonk, Bennett, Wooden et Oswald arrivaient face à la maison du vieillard. « Maison! Maison! Maison !» Lança Oswald. Ouais, on sait que c'est ta piole. Déclara Rico qui était posé sur les épaules de l'ancien propriétaire de la porte. Soudain, Alias, qui était en tête du cortège, fit signe aux hommes de s'arrêter. Il dégaina son arme et fut bientôt imité par tous les autres. « Il y a un truc qui ne tourne pas rond. » déclara le chef de la division Plume d'Argent. Qu'est-ce qui se passe, Alias? Demanda Tassier. La fenêtre. Quoi, la fenêtre? Le carreau est brisé. Tu penses que quelqu'un est rentré? C'est possible. Dans le doute... Compris. Les policiers se mirent en formation, parés à rentrer en colonne. Wooden et Fonk firent le tour de la bâtisse, tandis qu'Andrew et Rico restaient en retrait avec Oswald. Alias donna le signal. Il défonça la porte et cria « DPA, les mains en l'air !» Il fut suivi quelques instants plus tard par le commissaire Tassier et l'inspecteur Bloom. « Police de Marmottin, on ne bouge plus !» L'équipe d'assaut avait finalement donné de la voix pour rien. La maison était vide, bien trop vide, vidée même. Les livres qui bardaient les bibliothèques de la petite maison avaient tous disparu, et le mobilier était sans dessus-dessous. « Ouah, mais qui a bien pu faire ça ?» s'exclama Rico en se posant sur la table. « Je n'en ai aucune idée, mais ce qui m'inquiète, c'est que la plupart de ces ouvrages semblaient être des livres interdits. »« De la magie !» s'exclama Oswald. Soudain, le lieutenant Fonk, essoufflé, pénétra dans la maison. « Commissaire, on a trouvé un truc avec Wooden. » Les hommes quittèrent la maison et se rendirent à l'arrière du logement d'Oswald. Ils marchèrent durant une petite minute et se retrouvèrent à côté du lieutenant-colonel Wooden qui fumait une cigarette. À ses pieds, 2 cadavres recouverts d'une fine couche de neige. « Oh bordel !» lança Alias en constatant que les 2 cadavres portaient des tenues oranges. Les 2 corps étaient ceux de détenus de la prison des Roches. Ils avaient vraisemblablement fait la rencontre de bébés faucheurs. « Qu'est-ce qu'ils foutaient là, ces mecs ?» demanda le commissaire Tassier. « Je crois en avoir une petite idée. » déclara Andrew en remarquant un peu plus loin des livres maculés de sang. « Eh, dites, reprit le lieutenant Fonk. Si ces gars-là sont des prisonniers, où sont les autres occupants de la prison ?» Les hommes se regardèrent, inquiets. Alias, Wooden et Tassier se mirent à l'écart. « Vous pensez que Boglov... Évidemment qu'il s'est évadé !» s'exclama Alias. « Et qu'est-ce que ça implique ?»
qu'on a un enfoiré immortel qui a possiblement en sa possession des livres magiques !» s'exclama Andrew en s'incrustant dans la discussion. « Bon, » reprit Wooden, « l'avantage qu'on a, c'est qu'on est à peu près certain qu'il n'a pas quitté Picovan. »« A-t-on une idée des livres qui étaient stockés dans la bibliothèque d'Oswald ?» interrogea Tassier. « C'est assez compliqué, » poursuivit Andrew. « Je n'ai pas vraiment eu le temps de tout bien voir. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'aux ouvrages magiques étaient mêlés des ouvrages normaux. J'ai aperçu des romans de Jules Verne et quelques recueils de poésie de Victor Hugo. »« Dans ce cas, espérons qu'Oswald n'avait qu'un ou deux livres interdits, » déclara Wooden. « Si seulement on pouvait l'interroger, celui-là !» se plaignit le commissaire Tassier. Pendant ce temps, à quelques mètres de là, Oswald creusait au pied d'un sapin. « Bah, qu'est-ce qui vous prend, monsieur ?» demanda le lieutenant Fonck, voyant un monticule de neige se former derrière le vieil homme. « De la magie! De la magie! De la magie !» s'exclama Oswald en continuant de faire son trou. « Voilà qu'il se prend pour un chien, le vieux !» soupira l'inspecteur Bloom. « Putain, si Dieu existe, faites que tout ça ne soit qu'un rêve. » « Eh bien, en fait, reprit Bennett, il existe tout un panthéon de dieux et... »« Andrew, je suis pas sûr que ce soit le moment pour expliquer ce genre de choses, » déclara Rico en remarquant que le lieutenant Fonck et l'inspecteur Bloom fixaient l'homme à l'étrange porte avec les yeux écarquillés. « Pas faux. Et si on aidait plutôt ce cher Oswald ?» s'exclama Andrew en se mettant à creuser également. Soudain, Tassier se retourna, remarquant le curieux manège des deux hommes de la porte. « Je peux savoir ce que vous foutez ?»« Ils aident Oswald à creuser dans le sol, » expliqua Bloom. « Ça j'avais remarqué, mais pourquoi ils creusent ces cons-là ?»« Je pense qu'Oswald cherchait un truc » déclara Rico en sautillant sur ses pattes dans la direction du commissaire Tassier. D'un coup, les mains du vieil homme butèrent contre un objet. C'était une boîte, une grosse boîte. Elle avait la forme d'un étui à guitare. « Pourquoi diable cet andouille a-t-il enfoui une guitare dans le sol ?» demanda Alias. « Aucune idée, mais je suis sûr qu'il y a une raison » déclara Bennett. Oswald sortit l'étui à guitare du trou et le déposa à côté de lui avant de l'ouvrir. À l'intérieur ne se trouvait non pas un instrument de musique, mais un bâton et une lettre. Il tendit la lettre à Andrew, qui l'ouvrit. J'ai scellé magiquement pic au vent quand j'ai vu la mère faucheuse et je me suis jeté à moi-même un sort de confusion mentale pour ne pas être en mesure de rompre la scellée, et ce, même si l'on me torturait. Il y a dans la prison des Roches un homme mauvais, si mauvais qu'il pourrait bien plonger le monde dans une guerre qui n'est pas la nôtre. Je savais que vous viendriez, je l'ai vu, l'omniscient m'a montré. Sitôt Andrew avait-il fini de lire la lettre, que celle-ci s'embrasa, sous les regards ébahis de l'assemblée. « Je vous avais dit qu'Oswald était un gros malin » commenta Rico. « Attendez une minute, c'est qui l'omniscient dont parle la lettre ?» demanda l'inspecteur Bloom. Andrew expliqua. « Un homme qui peut lire le flux du temps. Il sait tout le temps. Passé, présent, futur. Il sait quand vous êtes né, il sait quand vous allez mourir, qui vous allez rencontrer, qui sont, ont été ou seront vos proches. Pour cet homme, le destin de toute chose est une histoire disponible à chaque instant dans sa mémoire. Il connaît toutes les causes de toutes les conséquences du début jusqu'à la fin des temps. Il est l'incarnation de la fatalité et n'a jamais été surpris par quoi que ce soit. C'en est presque effrayant. Vous êtes en train de décrire Dieu, là, déclara le lieutenant-colonel Wooden. Non, l'omniscient n'est qu'un homme. C'est pour ça qu'il se cache. De tout temps, d'autres hommes ont voulu mettre la main sur lui, le réduire en esclavage, le mettre en cage. Étant donné qu'il incarne la connaissance infinie, beaucoup de gens aimeraient la voir auprès d'eux. « Et c'est ce gars qui est venu dire à Oswald de faire ce qu'il a fait ?» demanda le commissaire Tassier. Je ne sais pas s'il lui a dit de le faire, mais Oswald a en tout cas agi en conséquence. « Vous l'avez déjà rencontré, Andrew ?» interrogea l'inspecteur Bloom. « L'omniscient ? Oui, une seule fois. C'était très étrange d'ailleurs. C'était dans les années 80, si je ne dis pas de bêtises. Je voulais me téléporter je ne sais plus où, je crois que c'était à l'arrière d'un supermarché. Mais au lieu de ça, la porte m'a conduit dans un endroit étrange. Je crois que c'était une sorte de grotte. Je n'y avais jamais mis les pieds. Face à moi se trouvait ce curieux personnage. Il portait un masque qui lui cachait la moitié du visage et portait une toche. Il m'a dit « Bonjour Andrew, c'est un peu tôt pour une première rencontre. On se reverra plus tard. Reprends donc ta porte. » J'ai voulu lui parler, mais le temps d'un battement de cils, il avait disparu. J'ai repris ma porte et jamais plus je ne me suis retrouvé dans cette grotte. « C'est quoi ce bâton que tu as dans les mains, Oswald ?» demanda Rico au vieillard qui semblait être obnubilé par l'objet, le serrant dans ses bras comme un enfant serrerait son doudou. « De la magie! De la magie! De la magie !» s'était contenté de répondre le vieux bougre. La discussion fut interrompue par un appel radio. Commissaire Tassier, ici Rémi. Qu'est-ce qui se passe, mon petit ? Avec Hudson, on a voulu aller se dégourdir un peu les jambes tout à l'heure et quand on est revenu vers les véhicules, on a vu des mecs rôder autour. Ils ont des tenues oranges. Hudson dit que c'est des prisonniers. Là, on est un peu planqués.
Ils ont des armes, on fait quoi? Restez planqués, on arrive. Oh, les fumiers, ils enlèvent la neige du corps de vos collègues. Ils les fouillent. Soudain, la voix du sergent Hudson se fit entendre. Hé commissaire, un des gars en orange, je crois que c'est Boglov, et il tient des bouquins dans ses mains. D'un coup, l'homme que suspectait Hudson d'être Boglov se dirigea vers une des voitures de police. Il avait entendu les appels radio de Hudson dans la radio du véhicule. Il s'empara du combiné et une voix rauque avec un fort accent russe se fit entendre. Pas de doute, c'était bien Nicolas Boglov. Allô, police de Marmottin. Soudain, un silence glacial s'installa. Allô, vous êtes là? Toujours pas de réponse. Les différents membres de l'expédition se regardaient, les yeux écarquillés. Je suis sûr que ce bon vieux inspecteur Bloom, il est là. L'inspecteur voulut répondre, mais le commissaire l'en empêcha. Il veut nous manipuler, Déclara ce dernier. ne lui donnons pas matière à le faire. À côté de Nicolas Boglov, les prisonniers riaient. Le Russe qu'avait autrefois élevé Andrew comme son propre fils se remit à parler dans la radio. C'est dommage que l'inspecteur Bloom ne soit pas là. J'avais envie de lui parler de sa femme. Comment elle s'appelle déjà, cette conne? Ah oui, Emma Bloom. À quelques kilomètres de là, l'inspecteur bouillait de rage. « Laissez-moi répondre, commissaire !» Hors de question, il l'a fait exprès. Il a un fils aussi, l'inspecteur Bloom, je crois. Comment il s'appelle déjà? Léon? Non, pas Léon. Léo. Oui, Léo Bloom. C'est ça le nom de fiston de l'inspecteur. Il faudra que je pense à lui rendre visite, à lui et sa maman, la prochaine fois que je viendrai à Marmottin. C'en était trop pour l'inspecteur. Il arracha la radio au commissaire. « Écoute-moi bien, sombre merde. Si tu touches un seul cheveu de ma famille, non mieux, si tu fous un seul pied à Marmottin, je te crève !» Ah, enfin on me répond. Bonjour, inspecteur. Si vous êtes ici, je suppose que ce bon vieux commissaire Tassier n'est pas loin de vous. Ne lui répondez pas, inspecteur, s'exclama Andrew. Il essaie de savoir qui est présent pour mieux contrôler la situation. Ne lui donnons pas cet avantage. L'inspecteur Bloom hocha la tête. Il afficha un sourire mesquin. Tu devineras jamais qui est avec moi, Boglov. Dites toujours Nathan. Ta sœur. Sur ces mots, l'inspecteur rendit sa radio au commissaire tandis que Boglov souriait, raccrochant le combiné de la radio du véhicule de police, ayant compris qu'il n'obtiendrait plus aucune information de l'inspecteur. « Il y a des flics pas loin, » déclara Boglov. « Ils nous observent. Trouvez-les !» À quelques mètres de là, le sergent Hudson et Rémy, toujours allongés dans la neige et ayant remarqué qu'on les cherchait, décidèrent de se mettre en mouvement. Ils auraient mieux fait de rester où ils étaient. Quelques minutes à peine après qu'ils aient commencé à s'enfoncer dans la forêt, ils entendirent autour d'eux des petits bruits étranges. Hudson voulut sortir son arme, mais il se rappela que le commissaire lui avait confisqué la veille. D'un coup, sans crier gare, un bébé faucheur sauta d'une branche et tomba sur Rémy. Le jeune homme eut à peine le temps de crier que la créature avait planté ses crocs acérés dans son cou. Le sergent s'empara d'un morceau de bois et frappa l'animal avec, mais c'était trop tard. Rémy était déjà mort. Le jeune faucheur, perturbé par le coup qu'il avait reçu, lâcha un cri strident qui eut pour effet de faire appliquer deux autres de ses congénères. Hudson vit sa vie défiler devant ses yeux. Il repensa à Wolf quand, tout à coup, un coup de feu, puis un autre, et encore un autre. Les prisonniers avaient repéré le policier et ils étaient en train de tirer sur les bébés faucheurs. Ils en eurent un second prit la fuite, mais le troisième choisit de sauter à la gorge d'un des malfrats, lui ôtant la vie, tandis qu'un déluge de balles s'abattait sur lui. « Oh, la saloperie, elle a eu Danny !» se plaignit un des prisonniers. Ouais, mais nous on a chopé un poulet, Franck. C'est bon pour nous, ça. Boglov va adorer. En effet, j'apprécie, déclara ce dernier en surgissant sans crier gare. Bonjour, monsieur le policier de Marmottin. Fumier! S'exclama le sergent Hudson, tandis que Boglov le fouillait. Hudson, hein? Sergent Michael Hudson. Bienvenue parmi nous, lança Boglov en lisant la carte de police de son prisonnier. La nuit commençait à tomber et Nicolas Boglov ordonna à ses hommes d'attacher le sergent. Le groupe se mit en marche, le Russe, le sourire en coin, s'empara de la radio du policier. En fait, inspecteur Bloom, juste pour vous dire que j'ai trouvé Hudson et que son copain il est mort. Bonne nuit.